Lorsqu'il est question d'adapter au cinéma un bon gros bouquin, il y a toujours quelques interrogations qui reviennent. Bon, déjà il y a le fameux « qui va jouer qui ?», accompagné la plupart du temps de nombreux fancasts un peu pourris, mais au-delà de ça, c'est plus à propos de l'intrigue même que les gens s'interrogent. Est-ce que ça sera fidèle? Y aura-t-il cet arc narratif? Est-ce que tous les personnages seront présents? Et à toutes ces questions, Peter Jackson nous répond « Laissez-moi faire ma sauce ». Et pour preuve, elle est plutôt bonne cette sauce, 17 Oscars et un énorme succès au box-office. Ouais. Enfin, ça reste quand même très loin de la qualité des livres. Ah non, je t'arrête tout de suite, les films sont bien meilleurs que les livres, et ce sur presque tous les points. Non... Très bien. Réglons ça à l'ancienne alors. Route arc-en-ciel, 150cc, bottant difficile, le gagnant a raison. Ouais, ou sinon je t'explique juste en quoi les films sont mieux que les livres. Ça ira plus vite, franchement. Petit joueur. L'affrontement se jouera en 2 rounds gagnants. Dans le corner droit, il est le défenseur des livres. Il a lu plus de 15 fois l'intégralité du Seigneur des Anneaux. Il parle couramment le Sindarin et est capable de se présenter en Kenya. Rasso Besne. Tolodangaral. Le dévoreur de livres. Amour. Dans le corner gauche, il est le défenseur des films. Il porte une réplique de l'anneau unique autour du cou. Il aime se prendre pour Aragorn en forêt. Il connaît toutes les anecdotes de tournage. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais dans les 2 tours, quand Viggo Mortensen donne un coup de pied dans le casque, il se brise un orteil. J'ai nommé Valou. Ok, vas-y, dis-moi en quoi les livres sont mieux que les films. Bah déjà les personnages sont mieux écrits, plus savamment caractérisés. Et des exemples il y en a plein. Bah, rien que Boromir. Boromir est gratifié de nombreuses scènes n'apparaissant pas dans les livres. L'attrait de l'anneau se fait grandement ressentir, de même que sa réticence à voir Aragorn devenir roi. Ce sont des petites scènes par-ci par-là, mais qui au final rendent sa rédemption et sa reconnaissance d'Aragorn en tant que roi légitime du Gondor d'autant plus touchantes. Dans la même veine, ce moment où il s'amuse avec Merry et Pippin rend son sacrifice plus crédible encore. A noter que Boromir apparaît de façon inédite dans les 2 tours, cette fois-ci pour alimenter le personnage de Faramir. Ton Boromir dans les livres là, il aligne à peine quelques mots. Il est utile à la communauté car il pense à faire du feu. Super. Prenons Aragorn aussi. Aragorn est beaucoup plus torturé dans les films que dans les livres. Il doute de lui, de ce qu'il est, il a peur de reproduire les mêmes erreurs qu'Isildur, et lutte constamment pour être un meilleur humain, car il sait que les humains sont très faibles, facilement corruptibles. Ça le suit tout le long des films, et dans de nombreuses scènes, Jackson expose ses doutes à Faucombe, le met face à ce dernier à Pars Galen, avant de le montrer dans l'antre des morts, fin prêt à accepter son rôle de roi. Dans les livres, c'est beaucoup plus simple. Aragorn veut être roi, et sait que le trône lui revient. Il se permet même d'arriver à Minas Tirith avec les grandes voiles du Gondor. En gros, le Aragorn des films, c'est Jon Snow saison 8, et le Aragorn des livres, c'est Stannis Baratheon. Et en plus de tout cela, Jackson étaye largement la romance entre Aragorn et Arwen, un amour impossible qui vient ponctuer le récit tout au long des 3 films, alors que les personnages ne sont que rarement présents dans la même pièce. Ça passe soit par des flashbacks, soit par des rêves lucides. Bon, toujours est-il que Arwen est un vrai personnage tragique dans les films, une femme qui choisit l'amour plutôt que l'immortalité de sa vie. En plus, ça s'inscrit bien dans l'univers de la Terre du Milieu, alors en pleine transition vers l'âge des hommes, et la fin de l'âge des elfes. Certes, Arwen est présente aussi dans les livres, et se marie aussi avec Aragorn, mais Jackson en a fait un personnage romantique, déchiré par un choix cornélien, là où globalement dans les livres, elle apparaît pour se marier. Ouais, alors là-dessus, merci les appendices des livres. Car pour créer cette histoire, les films ont grandement pompé l'histoire de Beren et Luthien, présente justement dans les appendices des livres. Et si les films se penchent plus sur cette relation, c'est probablement à cause des studios qui ont dû faire pression pour intégrer à tout prix une petite histoire d'amour pour faire plaisir au public niaiseux que vous êtes. Peut-être, mais si au final elle est bien écrite et raconte quelque chose sur les personnages, où est le problème? C'est quand que je peux lui casser la gueule? Mais lorsque l'on passe des livres aux films, ou des films aux livres, il y a un personnage qui dénote fortement d'une version à l'autre. Il s'agit de Faramir, le capitaine du Gondor et frère de Boromir. Le Faramir des livres se veut bienveillant à l'égard de Frodon et Sam. Il leur offre gentiment le couvert, discute et les laisse partir sans accroc. Il est sub tier 3 au FC bienveillance. Tatouffe, mais touffe. Pas de descente à Osgiliath, pas de rencontre avec les Nazgûl, donc autant dire que ça diffère pas mal du Faramir des films. Bon alors vu comme ça ne paraît pas si grave. Faramir est juste un peu plus cool que dans les livres. Mais c'est en réalité un changement plus grand qui s'exprime à travers ces différences. Le Faramir des livres n'est jamais tenté par l'anneau, pas une seconde. Mais soyez tranquille à présent, je ne prendrais pas cet objet s'il gisait au bord de la grande route. Minas Tirith fut-elle au seuil de la ruine,
Et fusais-je moi seul capable de la sauver, mettant alors l'arme du Seigneur sombre au service de son bien et de ma propre gloire? Non, je n'aspire pas à de tels triomphes. Frodo, fils de Drogo. L'anneau apparaît un peu comme un chien abandonné sous un soleil caniculaire d'août. Cette non-attirance de l'anneau, c'est la raison pour laquelle il ne capture pas Frodon et Sam, et ne veut pas les emmener à Minas Tirith. Et force est d'admettre que c'est un peu problématique de voir qu'un homme, une race réputée pour sa vanité, puisse si facilement renoncer à la toute-puissance de cet objet de désir. La puissance de corruption de l'anneau en prend un coup, de même que la menace qu'il représente aux yeux du lecteur. Bon, finalement, l'anneau de pouvoir... Et si Peter Jackson a ajouté toute une intrigue avec Faramir, c'est aussi pour pouvoir proposer un climax satisfaisant pour Frodon et Sam, à l'issue des 2 tours. Car dans les 2 tours version bouquin, on suit leurs aventures jusqu'à la capture de Frodon par les orques, après le combat contre Arachné donc. Le hic c'est que, chronologiquement, cet événement se déroule durant le siège de Minas Tirith, soit pendant le retour du roi. Et bien dedans quoi, à au moins 45 minutes, 1 heure de film. Impossible donc pour Peter Jackson de caler Arachné et tout ce tralala dans les 2 tours. Et en plus cela aurait été probablement trop dense pour un seul film. C'est donc par la capture de Frodon et Sam et l'attaque d'Osgiliath que Peter Jackson clôture leur histoire dans les 2 tours. Un ajout intelligent en somme, puisqu'en plus d'apporter un climax, il permet de développer Faramir et le pouvoir de l'anneau d'une façon très pertinente. Et j'ose le dire, plus logique dans les livres. Mais c'est à partir de quand que je peux me défendre moi sinon, parce que... Et au-delà de ça, cette différence est assez révélatrice de la façon dont les 2 œuvres sont construites. Les films ne se prennent pas trop la tête et suivent chronologiquement l'intrigue. On passe d'un point de vue à un autre, alors que les scènes se suivent toujours selon une logique chronologique. Dans les livres, c'est un peu différent. Pourquoi prendre ces airs comme ça, hautain, alors que c'est construit de façon bien plus intéressante dans les livres? Bon, le premier tome se suit de façon chronologique aussi. Dans la communauté de l'anneau, les protagonistes progressent ensemble, logique donc. Ce n'est qu'après la séparation de cette dernière au début des 2 tours que le changement va se faire sentir. Le livre se sépare en 2 gros blocs. Le premier bloc, la première moitié, raconte le cheminement de tous les membres de la communauté de l'anneau, ou fraternité, hormis Frodon et Sam. L'on va de la traque de Merry et Pipin à la bataille du gouffre de Helm. Ce n'est qu'une fois l'entièreté de leur voyage raconté que Tolkien reprend dans la seconde moitié du livre les aventures de Frodon et Sam, là où elles en étaient restées, après la séparation du reste de la communauté donc. Oui mais enfin les films arrivent à rendre ce sentiment tout aussi vrai en utilisant d'autres artifices qu'en découpant son récit en gros blocs. Merry est dans la merde, paf, ça cut et on reprend plus tard sur la traque d'Aragorn et compagnie, avec le même sentiment d'incertitude qui habite le livre quant au destin de nos 2 têtes frisées. Alors très bien, si c'est aussi bien rendu que dans les livres, explique-moi cette scène-là. J'ai là un souvenir que j'ai été chargé de te montrer. Frodon. Le sommium vous était cher à ce que je vois. Sachez qu'il a enduré 1000 tourments entre les mains de son hôte. Ouais. Oui bah tu vois là, pour le spectateur c'est quand même compliqué de croire ce que raconte la bouche de Sauron, parce que bah la cote on sait exactement comment il se l'est procurée. Et on sait que Frodon et Sam vont bien d'ailleurs. Enfin qu'ils sont pas morts. Bien aller, c'est un bien grand mot. Les personnages ont beau y croire et tout faire pour inquiéter le spectateur, bah c'est assez artificiel, car les films suivent les événements chronologiquement. Dans le livre, lorsque la bouche de Sauron montre la côte en Mithril, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé du côté de chez Frodon et Sam, d'autant plus qu'on les quitte en fâcheuse posture à l'issue des 2 tours. Là, la menace est plausible, pour les personnages comme pour les lecteurs. Ne pas avoir de nouvelles du porteur de l'anneau et de son avancée pendant toute une partie du livre est un facteur d'angoisse important. Mais où est Frodon? Est-il en vie? Et Sam est-il toujours avec lui? Des questions qui animent aussi bien le lecteur que les personnages qu'il suit. Un climat d'incertitude, d'impuissance s'en dégage. Et la bataille de la Porte Noire semble être une vaine tentative désespérée. Bon, je t'accorde peut-être le coup de la côte de maille en Mithril. Mais que l'on ne vienne pas me dire que la bataille de la Porte Noire ne semble pas désespérée aussi dans les films. Car comme toujours, le souffle que Jackson diffuse grâce au langage cinématographique vaut bien plus que 1000 mots. Pour Frodon. Et là j'évoque la bataille de la Porte Noire, mais c'est quelque chose qui est applicable à l'ensemble des batailles que proposent les films. C'est grandiose, colossal, épique. Il y a une réelle grandeur qui se dégage de ces séquences, et Peter Jackson s'amuse avec pour proposer des scènes aux ambitions démesurées. Et c'est intéressant de voir qu'elles prennent une place bien plus grande dans les films que dans les livres. À titre de comparaison, rien que la bataille du gouffre de Helm représente près de 6% des films, en version longue, en durée de temps. Tandis que pour les livres, c'est un autre son de cloche. Cette bataille ne représente que 1,5% des pages de l'intégralité de l'œuvre. Bon, tout ça pour dire que les batailles ne sont pas très palpitantes dans les livres. Mais c'est un peu idiot de raisonner comme ça. Il est évident qu'un film, de par sa nature cinématographique, part avec un avantage considérable sur un livre quant à la représentation graphique de scènes de guerre. Il est normal qu'elle n'occupe pas la même place, et effectivement c'est difficile de rivaliser avec ce genre de scène avec des mots. Même si cela doit être possible, j'en doute pas.
Néanmoins, je ne trouve pas ça très pertinent de faire passer ces scènes-là devant le récit, quitte à le sacrifier de temps à autre. Prenons la bataille du gouffre de Helm, puisque tu as l'air de tant l'apprécier, et parlons de l'arrivée des elfes à cette dernière. L'arrivée des elfes... L'arrivée des elfes dans les films, parce que dans les livres, elle n'a tout bonnement pas lieu. La situation semble au plus bas pour les hommes du Rohan, acculés dans la gorge de Helm à attendre les armées de Saruman. Mais heureusement, ce gars arrive avec une armée d'elfes pour les aider à combattre. Ça veut donc dire qu'ils sont partis de la Lorienne, ils ont traversé le Rohan alors contrôlé par Saruman sans problème, ils ont fait un petit coucou au loin à Isengard, avant de rejoindre le gouffre de Helm pour aider des gens qu'ils n'ont jamais côtoyés, qui ne sont même pas du même peuple qu'eux. En plus, ils arrivent avant l'armée de Saruman, et quelques heures seulement après l'arrivée des hommes du Rohan, qui sont eux partis d'ici. Et les elfes sont partis de là. Donc ces elfes sont soit un commando de parachutistes, soit des devins qui savent où les hommes vont se rendre avant même qu'ils n'y songent. Dans tous les cas, il y a un petit problème de cohérence. Bizarre. Mais c'est pas tout, hein, parce que en plus d'être un peu incohérente, bah cette arrivée, elle ne marche même pas thématiquement. And I just thought it was somehow kind of a romantic notion that the elves would give one last piece of assistance to the men before they leave. Dans les livres, la bataille du gouffre de Helm est extrêmement symbolique. La race des hommes doit vaincre seule l'incarnation du mal absolu. Symboliquement, c'est une victoire pour l'humanité. Une victoire qui est censée amorcer le début de l'âge des hommes. En impliquant les elfes dans cette dernière, Jackson enlève toute cette dimension symbolique, car les hommes apparaissent comme n'étant toujours pas capables de se débrouiller seuls. Le passage de flambeau d'une race à l'autre est beaucoup moins perceptible. Si les elfes viennent à Helm dans les films, c'est pour rendre la bataille plus stylée, mais aussi pour créer un semblant de drama avec la mort d'Aldir. Et ça, Jackson le dit lui-même, il voulait directement toucher les émotions du spectateur. Sauf que force est d'avouer que cela tombe un peu à l'eau. La mort de Boromir et la disparition de Gandalf dans la communauté de l'anneau fonctionnent superbement bien, car on a voyagé avec eux, appris à les connaître. A contrario, Aldir, on ne sait pas trop qui il est et ce qu'il fout là. Au mieux, et si vous êtes physionomiste, vous vous rappellerez qu'il échange 2-3 mots avec Aragorn dans la version longue du premier opus. Attendez, c'est... Là, c'est lui là. Bref, cette scène qui est censée être tragique ne fonctionne du coup pas trop. Bon, tout ça pour dire que pour ajouter des elfes stylés et des batailles, il y a du monde, mais pour adapter la fin du livre, il n'y a plus personne. Car oui, si vous n'avez pas lu les livres, sachez que Jackson a jugé bon de supprimer entièrement toute une partie de la fin. Après avoir vaincu Sauron, nos 4 hobbits rentrent en comté pour retrouver un pays dévasté, complètement transformé par les actions de Saruman. On parle alors du sac de la comté. Et l'intérêt de cette intrigue, c'est qu'elle montre en quoi les hobbits ont évolué, en quoi leurs aventures les ont changés. Forts de leurs expériences au Rohan et au Gondor, Merry et Pippin apparaissent comme de fiers chevaliers dans de belles armures, capables de fédérer la comté contre l'envahisseur. Frodon a lui retenu sa leçon et fait preuve de pitié envers ses ennemis, et veut absolument éviter les massacres inutiles, car il sait que c'est de la pitié de Bilbon, à l'égard de Gollum, que l'anneau a pu être détruit. Sam, quant à lui, fait preuve de courage et de hardiesse, des éléments dont il a fait preuve à maintes reprises lors de son voyage. Cette intrigue parachève le voyage de nos héros, les cristallise dans toute leur splendeur, avant de finir sur d'émouvants adieux. Bon bah ça oui, il y a au moins 3 chapitres dédiés aux adieux. Et ça n'en finit jamais. Non, soyons honnêtes, le sac de la comté s'apparente plus à un DLC qu'autre chose. Et en plus, rajouter une telle intrigue après la conclusion de la quête de l'anneau, après un climax ultime, c'est assez étrange. Peter Jackson a eu raison de faire de la destruction de l'anneau le point d'orgue de la saga. Et de la même façon, car je vous vois venir les fans de Tom Bombadil. Il a bien fait de ne pas l'intégrer à l'histoire, car c'est beaucoup trop annexe à la quête de l'anneau, et ça aurait... Alors oui, mais là quand même, franchement, Bon, je crois que l'on en a vu assez. C'est quelque chose d'assez courant de comparer une adaptation cinématographique avec son œuvre d'origine. La plupart du temps un livre, mais parfois même un jeu vidéo. Les fans s'écharpent souvent à essayer de déterminer quelle est la meilleure version. Parfois, c'est pas très compliqué à le déterminer. Des adaptations ratées, ça existe. Et des exemples, il y en a plein. Et ça concerne même l'univers du Seigneur des Anneaux. Le souci avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est que ces livres sont à la littérature ce que ces films sont au cinéma. Et je crois pas que beaucoup d'œuvres puissent se vanter d'une telle réussite. Avec le Seigneur des Anneaux, c'est toute une mythologie que Tolkien développe. Et même s'il n'en est pas l'inventeur direct, si les elfes, les nains et les orques occupent la place qu'on leur connaît en fantasy aujourd'hui, c'est grâce à lui et à la vision qu'il en avait. Il a su reprendre ces vieux mythes pour en faire des incontournables. Car ne vous y trompez pas, Tolkien est bien le père de la fantasy. Le premier à avoir mis en page un univers entier, complexe et cohérent, fort de différentes cultures, de milliers d'années d'histoire et même de plusieurs langues. Le Seigneur des Anneaux est une œuvre littéraire majeure qui, de par son impact, a su en inspirer de nombreux autres par la suite. Ce qui est fort avec l'adaptation de Jackson, c'est qu'elle arrive à retranscrire cet énorme impact, ce gros boom, au sein de sa propre industrie, le cinéma.
La trilogie du Seigneur des Anneaux est l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma. Les moyens qui ont été mis en place pour la réaliser sont absolument colossaux. On peut notamment citer plus de 20 000 figurants, plus de 350 décors construits et plus de 48 000 pièces d'armes et armures confectionnées. Et tout cela sans parler de la prouesse technique des équipes de Weta Digital qui a révolutionné le rendu des effets spéciaux au cinéma. Car si elle n'est pas la première, il est bon de rappeler que Gollum est la première créature entièrement faite en images de synthèse, à être réellement convaincante. Alors oui, effectivement, il y a des différences entre les deux versions. La littérature et le cinéma sont deux langages différents, et c'est normal que quelques éléments soient ajustés pour que cela colle mieux au médium. Certaines répliques sont déplacées, ou bien dites par d'autres personnages en d'autres lieux. Certaines scènes sont supprimées, car pas pertinentes à montrer au cinéma. Et toutes ces différences, je dirais qu'il faut finalement s'en réjouir si c'est au profit du récit. Et puis il n'y a pas besoin de proposer une adaptation copier-coller pour que le film soit bon. Que ce soit en film ou en livre, Le Seigneur des Anneaux est une histoire sublime aux thématiques universelles. Ça parle du courage face à l'adversité, de savoir aller de l'avant quoi qu'il arrive. En somme, cela promeut une belle philosophie de vie, l'espoir sans garantie. Bon bref, regardez les films. Non, lisez les livres. Ou faites les deux. Mais pas pour le Hobbit. Oh non, 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 la trilogie du Hobbit est géniale. La direction artistique est aux fraises, c'est moche, c'est... Arrête, la trilogie du Hobbit est géniale. beau, mais non, mais c'est bien mieux que le plus, Seigneur c'est des Anneaux. chiant, En plus, les t'as chiants, Peter Jackson le quand il est travail revenu chiant, sur le c'est- projet. À la base, ça devait pas être Ah, lui non, qui devait... non. C'est la fin de ce nouveau format, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des propositions sur des livres ou des jeux vidéo qui ont été adaptés en film. Sur ce, vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter, nous suivre sur les réseaux sociaux, et on se dit à la prochaine.